sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Décrassage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage. Salut les gars, on arrive à vous, vous inquiétez pas. Je suis super content de pouvoir animer. Pour moi, c'est ma première là dans ce nouveau studio. Donc voilà, très très heureux et très fier d'animer ça. Mais on n'est pas là pour parler de ma vie et de ma fierté. On est là pour parler des staffs élargis, de ces armadas qui entourent les sportifs aujourd'hui, de toutes ces disciplines qui émergent un petit peu. Et donc, on va discuter de ça avec notre invitée, Anne-Sophie, qui est ostéopathe, que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, on parle de staff élargi, les gars, ensemble. Si vous aviez une personne à garder dans votre staff, en fonction de votre niveau physique ou mental ou spirituel, si on parle du corps, de l'âme et de l'esprit, Thierry, ça serait laquelle ? Moi, vu mon niveau physique et l'état de mon corps, moi, sans hésiter, c'est un kiné. Je sais pas comment je ferais sans kiné depuis 10 ans. Même pas pour faire du sport, hein, juste pour marcher. Ouais, moi, ça serait un bon kiné. Aller voir un kiné qui a un petit diplôme d'ostéopathie. Mais je préfère quand même les kinés de base. Donc, on va dire un kiné que je garde avec moi. Je sens que ça va créer une petite polémique, on pourra discuter ensemble. On va en discuter après. Joël, toi ? Alors si je suis chauvin, je dirais, et comme il n'y en a pas beaucoup en France, bien évidemment, le principal, il faut garder un aumônier. Déjà, il faudrait en recruter si c'est pas prévu. Et si je parle personnellement, vu que ma mutuelle ne prend pas en charge l'ostéopathie, je prendrais un bon ostéo. J'en profiterai pour faire le maximum de séances, de prendre de rendez-vous avec Anso. On a deux écoles déjà en plateau. Moi, je garderais, je sais pas ce que je garde. Tu m'as dit en coulisses que tu garderais pas le prépa physique, ça Ouais, c'est sûr. Alors ça c'est sûr. Vu mon niveau physique et le boulot qu'il y a à faire, je garderai pas le préparateur physique. Anne-Sophie, on est content de t'accueillir comme invitée. Alors je te présente en quelques mots et puis je te poserai aussi la question de qui tu garderais dans ton staff élargi. Donc Anne-Sophie Kimona, 30 ans, ostéopathe et conseillère en nutrition. Alors, on parlera de ton parcours parce que tu as fait beaucoup de clubs et évidemment, en tant qu'ostéo et sur ces métiers-là qui sont où tu vas aller apporter des conseils ponctuels, tu as l'occasion de voir beaucoup de joueurs. En plus, tu as aussi un cabinet libéral, donc tu as tout un panel différent de sportifs qui font appel à toi et c'est ça qui était aussi intéressant pour nous de bénéficier de cette expérience-là. Quel médecin ou quelle personne de ton staff élargi tu garderais, toi ? Non, perso, bon, c'est pas pour me favoriser, mais je garderai l'ostéo pour plusieurs aspects qu'on développera sûrement plus tard Tu peux, au cours de tu peux les l'émission. développer maintenant. Vas-y. Pourquoi La pour un partie déjà ostéo ? physique, étant donné que l'ostéo prend en charge le corps dans sa globalité et qu'on travaille beaucoup en prévention aussi des blessures. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait des blessés ou pas, je pourrais les prendre en charge en tant qu'ostéopathe. C'est vrai que j'ai aussi la casquette de nutrition, donc forcément là, si on prend les deux ensemble, ça peut aussi prévenir pas mal de choses d'être bien nourri, on va dire. Et puis l'ostéo a quand même une grande place au niveau du conseil, que ce soit mental ou physique. Donc je pense qu'il peut avoir plusieurs casquettes en étant même seul dans un club, ce qui a été mon cas à de nombreuses reprises d'ailleurs. Justement, dans la tête des gens, on confond souvent kiné et ostéo. C'est quoi la différence ? Est-ce que l'ostéo, c'est plus sur préventif et global, comme tu dis, et le kiné, il intervient après quand il y a blessure ? Est-ce que si schématise, c'est ça ou... Alors, le kiné est un spécialiste de la rééducation. Donc c'est masseur kinésithérapeute. Donc, il y a l'aspect massage qui, normalement, n'est pas là en ostéopathie, plus l'aspect rééducation qui est, du coup, oui, du post-blessure. Après, évidemment, avec l'aspect massage, toutes les machines maintenant qui sont utilisées en kinésithérapie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être abordées. Et il y a certains motifs de consultation qui vont être réservés au kiné, d'autres qui vont être réservés à l'ostéopathe. En ostéopathie, par exemple, on peut travailler sur tout ce qui est digestif, tout ce qui est crânien,
ORL, ce genre de choses, c'est des choses qui sont pas du tout abordées en kiné. Et l'ostéo travaille, comme je disais tout à l'heure, en global en fait. Donc c'est-à-dire le corps vraiment dans son ensemble. Le but c'est vraiment de rétablir l'équilibre de la tête aux pieds en prenant en compte tous les systèmes en fait. Le kiné va plus se focaliser sur le problème, aller chercher à redonner de la mobilité là où il y en a pas, mais de manière assez localisée, contrairement à l'ostéo, quoi. Les gars, est-ce que ça vous évoque des choses ou est-ce que je continue à dérouler? Non, je trouve ça intéressant. Effectivement, comme tu le disais, Jérémy, on confond souvent les deux. Et souvent, comme je disais aussi en introduction, un kiné va parfois prendre cette spécialité d'ostéo. On entend souvent des gens, bah, moi, je me suis formé en tant que kiné. Et après, j'ai fait un diplôme d'ostéo. Est-ce que pour toi, il y a des différences, comme tu l'as expliqué? Est-ce qu'il y a quand même une suite logique entre ces deux, vu qu'on voit souvent des parcours qui mêlent les deux? Une suite logique, je dirais pas ça, parce que c'est vraiment deux métiers à part entière. C'est deux métiers complémentaires, mais pour moi, c'est assez compliqué d'allier les deux dans une pratique quotidienne, étant donné que la réflexion, elle est différente en fait. C'est-à-dire que on va voir un patient à 10 heures, on va le traiter en kiné, on va réfléchir à, il a une entorse de cheville, je regarde que sa cheville. Et l'heure d'après, un autre qui vient parce qu'il a mal en bas du dos, en ostéo, et on va devoir aller regarder sa cheville, par exemple. Donc pour moi, c'est deux réflexions différentes. Du coup, je trouve que c'est assez complexe de jongler entre les deux et de pas se perdre dans tout ça, en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est mieux d'avoir vraiment la casquette kiné, la casquette ostéo pure et dure, et puis de les utiliser de manière à part entière avec deux professionnels différents, en fait. Sachant aussi que les formations sont pas exactement les mêmes. L'ostéo exclusif a une formation beaucoup plus longue, beaucoup plus élargie, surtout en pratique, par rapport aux kiné ostéo, aux médecins ostéo et tous les autres professionnels de santé qui peuvent faire la passerelle ostéo, en fait. Jusqu'en 1998, l'ostéo, c'était une sorte d'ovni dans le monde du sport. Je pense que ça a été un peu mis en lumière grâce aux Yeux dans les Bleus avec Philippe Boixel, cet ostéo notamment auprès de Zidane. Moi, j'ai connu des footballeurs professionnels qui allaient consulter chez lui. C'était plutôt un métier mal perçu. Comment toi, t'es arrivé à ce type de formation? Est-ce que tu avais des préjugés en faisant cette formation? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pâtis d'un capital antipathique des gens sur ce métier-là? Est-ce qu'il y a encore des réticences? Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Il faut savoir qu'en 1998, l'ostéopathie, c'était pas du tout reconnu en France. Ça a été reconnu que vers entre 2000 et 2010. Donc il y a eu les premiers décrets qui sont publiés en 2002 et ensuite ça a été officialisé en 2007. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Bon, ça commence à cheminer petit à petit, mais ça fait pas si longtemps que ça. Ça date vraiment des années presque 2010. Donc c'est vrai que pour se faire son bonhomme de chemin, bah oui, ça prend du temps, surtout au niveau du système de santé en fait. Les préjugés viennent beaucoup des professionnels médicaux en fait, et pas vraiment du public, on va dire, pas vraiment des patients. C'est vrai que il y a eu des formations qui n'ont pas été bien faites auparavant, étant donné que c'était pas réglementé en fait. Donc moi je sais que j'ai eu le cas avec un club qui m'a dit qu'ils voulaient plus prendre d'ostéo et qu'ils n'ont toujours pas d'ostéo à l'heure actuelle parce qu'ils avaient déjà pris quelqu'un dans le passé et que bah, c'était un peu un charlatan. Et Ouais. c'était à l'époque où c'était pas reconnu en fait. Et c'est Et quoi un du coup, charlatan, du coup, un il ostéo voulait. charlatan? Parce que j'avais cette question justement. Il fait quoi? Il fait des trucs un C'est peu bizarres? difficile à définir, mais après, c'est vrai que, comme je disais, avant, les formations n'étaient pas réglementées. Là, on est dans une formation qui doit durer 5 ans, avec voilà, un nombre d'heures très précis, défini dans des articles de loi, etc. Avant, c'était pas le cas. Donc, il y avait des formations en 3 ans qui ne donnaient pas lieu à un diplôme officiel d'ostéopathie. Ce que j'appelle diplôme officiel, c'est le DO, diplôme d'ostéopathe. C'est pas un diplôme d'État, voilà, c'est un diplôme entre guillemets privé, mais qui nous donne droit à prétendre au remboursement mutuel, à ce genre de choses. Si on n'a pas cette certification, on peut pas aller plus loin en fait. Et avant, c'était pas le cas en fait. Même moi, quand j'ai commencé mes études, il y avait encore des écoles en 3 ans.
Donc, et ils ont un peu fait le ménage. D'ailleurs, à peu près tous les 5 ans, il y a un ménage qui est fait, mais ça aussi, c'est quelque chose contre quoi les syndicats se battent, parce qu'on n'a pas d'ordre des ostéopathes, on n'a que plusieurs syndicats. Et c'est vraiment à cause de la formation, en fait, qu'il y a ces histoires de charlatans, parce que tout le monde pouvait prétendre à être ostéopathe avant, en fait. Et justement, est-ce que c'était pas la porte ouverte à des magnétiseurs, à des gens un peu comme ça qui faisaient des trucs un peu bizarres? Bon, moi, je suis en Bretagne, alors tu vois, les druides et tout ça, Mm. où on mélange le Ouais, corps. j'ai déjà vu. Bah si, mais après, faut savoir que l'ostéopathie de base, c'était que les kinés qui avaient le droit de s'y former, tout au début. Ensuite, ça a changé. Et du coup, ça ressemblait beaucoup aux rebouteux. Je sais pas si ça vous parle, Ouais. mais après les rebouteux en soi, il y a pas vraiment quelque chose de mystique. Hein, c'est des manipulations comme les autres, mais il y avait pas forcément d'explication derrière. Donc forcément, ça peut paraître mystique. Mais c'est vrai que tout ce qui est magnétisme et toutes les choses qui peuvent prêter un peu à la sphère, je sais pas comment dire, énergétique et ce genre de choses, ça c'est plus maintenant que les ostéos essayent de toucher à ça, parce qu'il faut savoir que on a un des pays où il y a vraiment le plus d'ostéopathes et le plus d'écoles d'ostéopathie, alors enfin la France c'est un grand pays, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas la Russie non plus quoi. Et on a beaucoup trop d'écoles et du coup beaucoup trop de nouveaux ostéos qui sortent tous les ans. Donc chacun essaye un peu de se démarquer avec quelque chose de différent. Et ça part souvent dans ces choses un peu énergétiques. Et moi, je sais que j'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent bah, je suis allée chez un ostéo, il m'a pas touché, il m'a fait des trucs, il a passé ses mains au-dessus de moi, c'était bizarre, etc. Je me suis sentie mal après, ça m'a pas soulagée. Enfin, voilà, il y a pas mal il y a pas mal de dérives. Puis on a souvent, moi je sais qu'en discutant avec d'autres personnes, il y a ceux qui font craquer, ceux qui disent qu'il faut pas faire craquer. On a l'impression qu'il y a plein justement d'écoles un petit peu différentes. Et Mm. souvent, comme on le disait, pour ramener de la crédibilité, euh, on l'associe à quelque chose déjà d'existant et de stable. Je pense, enfin, on a parlé des kinés. Moi, je sais que j'avais un médecin du sport ostéopathe, donc forcément, on a plus confiance parce qu'on se dit, bon, bah, là, il est médecin, et puis en plus, il a un peu étoffé avec de l'ostéopathie. Juste, moi, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, on a attaqué bille en tête et on n'a pas forcément parlé de ce que tu faisais aujourd'hui. Donc, toi, je l'ai dit, tu as un cabinet libéral. Mais tu as aussi travaillé pour des clubs majoritairement de futsal, donc en tant qu'ostéo officiel de ces clubs-là, donc futsal en Ligue 1 française. Tu as travaillé aussi au Luxembourg, et puis tu es intervenu aussi au centre de formation de Metz, entre autres, aussi du foot à 11. Et puis t'avais, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette formation aussi de conseillère en nutrition. Comment est-ce que tu abordes les joueurs avec cette double casquette? Comment ça se passe exactement? Alors, faut savoir que je viens toujours en tant qu'ostéo en premier lieu. C'est vraiment l'activité principale, et la nutrition, je l'ai fait avant même la fin de mes études d'ostéo, parce que je savais que je m'orientais vers le sport. Et je sais que c'est difficile de rejoindre des clubs entre guillemets professionnels en tant qu'ostéo exclusif. Et du coup, j'ai voulu avoir quand même le maximum de formation de mon côté pour pouvoir voilà, être pas indispensable, mais avoir plusieurs casquettes en entrant dans les clubs, n'étant pas kiné et ne voulant pas faire de la kiné de toute manière. Donc j'ai fait On a cette bien compris. formation avant la fin de mes études pour pouvoir pour pouvoir orienter un petit peu les patients. Comme je disais tout à l'heure, l'ostéo, c'est quelque chose de global. Je parlais aussi du système digestif, donc forcément, si ça pêche au niveau digestif, la nutrition peut aussi entrer en jeu. Il y a aussi tout ce qui est inflammatoire où la nutrition entre en jeu. Enfin, il y a beaucoup de Et pathologies où la nutrition entre en compte, en comment fait. tu Donc amènes du ça coup, justement aux joueurs? Parce que si tu arrives comme ostéo et puis que finalement tu commences à faire du conseil en nutrition, euh, est-ce que c'est à la demande des joueurs? Est-ce que c'est toi qui impose, en tout cas qui arrive avec ce complément d'infos? Ça se passe comment exactement? alors ça dépend, ça peut être à la demande du joueur quand il y a une demande
exemple de perte de poids, de prise de poids pour ceux qui ont jamais réussi à prendre du muscle ou ce genre de choses. Et puis après, il y a d'autres aspects en fonction de ce que je vois. Exemple, un joueur qui va tout le temps se blesser ou avoir des tendinites ou ce genre de choses, c'est moi qui vais plutôt aller lui parler de cet aspect nutrition. Après, il faut savoir que tout le monde n'est pas réceptif, tout le monde n'est pas demandeur. Et c'est idem en libéral. De toute façon, la nutrition, je l'ai aussi dans mon cabinet et les patients m'en parlent beaucoup, mais très peu prennent l'initiative de le faire en fait. Donc au niveau des joueurs, c'est un peu pareil. Je pense que j'ai dû sortir un bon nombre de programmes de rééquilibrage alimentaire et que très peu ont dû être suivis alors que c'était eux qui m'avaient demandé, quoi. Ouais. Justement, tu parles des sportifs qui t'ont demandé. Est-ce que tu trouves qu'avec le temps, justement, tu parlais de ces blessures récurrentes aussi, est-ce que tu penses qu'avec le temps, les joueurs ont pris conscience du besoin dans ce secteur de la nutrition? Est-ce qu'avec le temps, tu as plus de demandes, par exemple, ou on t'interpelle plus sur ce côté d'une nutrition ou pas? Bon, je suis moins en contact des joueurs étant donné que je ne suis plus en club à l'heure actuelle. Mais je dirais de manière générale, sans prendre forcément que le sportif. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça se développe beaucoup, toutes les petites vidéos qui mettent en garde sur certains aliments, sur voilà, des petites choses du quotidien qui paraissent anodines et qui sont pas bonnes. Du coup, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau de la nutrition. Les gens essayent de se réalimenter mieux, d'éviter voilà, un peu les cochonneries et ce genre de choses, sans forcément partir dans des choses extrêmes, quoi. Parce que nous, on a prévu des pizzas pour l'équipe ce midi. On ne sait pas si on a besoin de te recruter comme nutritionniste, peut-être, parce qu'on enchaîne les émissions. Mais est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'on voit que des Non, sportifs mangent des pizzas après, je suis après pas. match. Hein. Non, mais après, je suis pas dans l'excès. Les petits écarts de temps en temps, ça va tuer personne, hein. Je sais qu'il y en a qui exagèrent, mais voilà, Tu penses à c'est Jérémy? pas le fait de Moi, c'est manger mal l'inverse. un repas par-ci par-là qui va nous tuer. C'est plutôt sur le long terme, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'alimentation moderne qui sont pas bonnes, mais c'est pas parce que vous en mangez une fois que ça y est, c'est la catastrophe, vous allez avoir un cancer. Enfin, je veux dire, Moi, c'est faut l'inverse. arrêter Je fais des écarts pour manger bien. de se faire peur aussi, quoi. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je vais laisser la parole à Thierry pour qu'on puisse avancer justement et parler de ces staffs élargis. Donc voilà, il nous a préparé une petite revue de presse et je lui laisse toute la place. Alors on commence cette revue de presse avec la place du médical et de l'ostéopathie, plus précisément dans le sport, avec cet article de France Info qui date du 7 mai 2022, intitulé « JO 2024, les ostéopathes au centre de la performance ». On est dans le thème. En mai 2022, 1300 ostéopathes réunis au sein de l'association des ostéopathes de France se réunissaient en congrès. L'ostéopathie, qui a fait son entrée, on en a parlé en 98 lors de la Coupe du Monde, en tout cas pour ce qui concerne le football, soutient cette idée de staff élargi, de staff pluridisciplinaire, comme l'évoque l'un des participants, ostéo Baptiste Isoulé. Un accompagnement des ostéos qui s'inscrit selon lui dans la durée, c'est ce qu'il confie dans cet article. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur un staff pluridisciplinaire puisque d'autres pays le font et le font très bien avec la médecine intégrative. Pour être performant aujourd'hui, il faut être accompagné et malheureusement, toutes les fédérations n'ont pas un staff médical complet. Ce staff médical complet, il est souvent accompagné par un staff personnel, comme celui de Randal Kolo Muani, le jeune attaquant français qui brille actuellement à Francfort. Dans cet article de Ouest France paru le 4 mars 2023, où il déclare « J'ai un préparateur physique et un kiné. Je fais beaucoup de travail supplémentaire individuellement et c'est très important. » Un travail individuel qui réussit aussi à Rudy Gobert, qui s'est confié dans un article de l'Équipe, cette fois, le 20 février 2022. Interrogé
sur son extraordinaire saison individuelle avec les Utah Jazz, il répond que c'est le collectif qui l'a brillé. Alors quand il parle collectif, il pense bien sûr à ses coéquipiers, mais aussi à son coach personnel, Nandes Pereira, et son ostéopathe préparateur physique qui mêle les deux, Fabrice Gauthier. Des préparateurs physiques, des ostéos, des kinés, qui jouent des rôles au-delà du physique aussi, comme le relate cet article de l'Équipe, une nouvelle fois, du 6 août 2021, qui définit Jean-Paul André, le kiné de l'équipe de France de volley, comme le confident des Bleus. Il connaît tous les joueurs, les soigne, tout autant qu'il discute avec eux de sport, mais aussi de la vie, la philosophie, la musique, bref, tout un équilibre. Une omniprésence du médical, du physique, qui parfois peut poser aussi des problèmes et des questions, comme l'a expliqué Franck Le Gall à SoFoot dans un article en novembre 2018. Le médecin de l'équipe de France et de l'OM insistait alors sur la nécessité d'une très bonne relation avec le coach principal. Et oui, multiplier les membres d'un staff et les interlocuteurs, c'est aussi multiplier les avis sur la blessure d'un athlète et sa capacité à jouer. Il déclare « Si vous avez en face de vous quelqu'un de caractériel, de versatile, quelqu'un qui n'a pas d'écoute médicale, qui n'a pas de message de prévention, qui n'a qu'une envie, c'est que le joueur joue, c'est inintéressant et c'est la meilleure façon de faire des conneries. » Ça, c'est dit en novembre 2018. Et on finit par un bond en arrière. On revient à l'ostéopathie pour un petit clin d'œil. 2006, ça semble loin. Coupe du Monde, tout ça. Le docteur Bunel, les kinés Victor Krief et Stéphane Lépée constituent alors le staff médical de l'En Avant Guingamp. Petit clin d'œil à la Bretagne. Et cet article du Télégramme, donc en 2006, qui nous rapporte que Victor, il est toujours au contact des joueurs, le kiné. C'est le premier intervenant professionnellement et humainement, on y revient. Quasiment 20 ans après, Guingamp, toujours en Ligue 2, a, en plus de son médecin et de ses deux kinés, qui ont changé depuis 2006, une personne en plus, je vous le donne en mille, un ostéopathe. Alors, ouais, on pourrait même élargir quand on pense au club de Troyes, c'était Jean-Marc Furlan qui avait mis un magnétiseur, il me semble, dans son staff. Quoi penser de ces staffs tellement élargis, qui ont même des aumôniers? Toi, t'en penses quoi de tous ces trucs qui se rajoutent à Anso, à ne plus en finir? Bon, il faut peut-être pas exagérer, mais après, il faut surtout que ça reste cohérent. C'est-à-dire que déjà tout le monde travaille en symbiose et pour le bien du joueur et de l'équipe. Parce que parfois, c'est un peu chacun son ego et moi je veux, moi je veux, moi je veux. Et puis au final, c'est pas pour le bien du joueur, quoi. C'est ça que je reproche beaucoup au club professionnel. Faut savoir que là, il a cité des joueurs qui avaient des coachs perso. C'est pas toujours bien perçu par les clubs et parfois c'est même formellement interdit d'avoir des personnes à l'extérieur. Alors bon, pour moi, ça peut être légitime de pas avoir envie que le joueur qui est en contrat avec un club soit suivi à l'extérieur, que ce soit en kiné, en ostéo, en prépa physique. Mais alors, dans ce cas, il faut qu'au niveau du club aussi, tout soit mis en place pour qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher dehors, quoi. Justement, c'est quoi les dérives si tu peux donner des exemples précis? C'est des diagnostics différents? Quel est le risque d'arriver avec son propre staff médical? Pour moi, il n'y a pas de risque d'arriver avec son propre staff médical. Enfin, de mon expérience, de ce que j'ai vu, le risque, il est plutôt à l'intérieur des clubs. Parce que, en fait, à l'intérieur des clubs, les kinés, les médecins, ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et en fait, ils ont plus vraiment cette vision comment dire, de résultat, parce qu'ils sont vraiment coincés à l'intérieur du club. Et de toute façon, c'est plus vraiment le bien-être du joueur qui compte, c'est leur place à eux dans le club. Ah, c'est Donc intéressant. derrière, eux, ils vont faire le strict minimum. Par exemple, en kiné, voilà, j'ai eu beaucoup de retours où on m'a dit, on m'a mis de la glace, on m'a mis des électrodes. Il faut savoir aussi qu'ils sont un peu, comment dire, parasités par ce qui se passe au club autour du joueur. Il y a pas mal de joueurs, par exemple, on va dire en fin de formation, pour pas prendre encore le niveau pro, mais ça peut arriver aussi au niveau pro, qui arrivent en fin de contrat et qui se blessent la dernière année. Et ça peut être des blessures qui sont plus ou moins importantes. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir
des directives du club comme quoi, bah non, ne le soigne pas forcément correctement, parce que de toute façon, voilà, il est en fin de contrat, à la fin de l'année, il dégage. Et nous, on n'a pas envie de sortir des bonnes vidéos du joueur pour qu'il puisse rebondir ailleurs ou ce genre de choses. Alors ça paraît super grave quand on raconte, mais ça arrive vraiment tous Mhm. les jours en fait. Ah, c'est Et grave, c'est grave. j'ai eu beaucoup de cas comme ça en fait. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est pas vraiment les staffs extérieurs qui posent problème, mais plus les staffs Ah, internes en c'est fait. intéressant parce que moi j'avais la vision interne justement, inverse, pardon, de dire bah voilà, le gars il arrive avec tout son staff, ça va être compliqué et tout, mais là tu rebouscules un petit peu les choses et effectivement c'est super intéressant. Un truc qui m'interpelle là-dedans, tu parlais justement avant parfois de ce conflit entre le staff personnel d'un joueur et le staff du club. Moi, je suis de Strasbourg et à Strasbourg, il y a quelques années, il y a un centre où j'ai beaucoup été, même si je suis pas du tout sportif de haut niveau, c'est le centre médico-sportif. Et en fait, c'est un centre où on a tout. On a les médecins, les kinés, les ostéos, on a le podologue, on a une sophrologue. Globalement, ils font partie aussi du staff du Racing Club de Strasbourg. J'ai juste mis cette anecdote pour parler du Racing. Mais est-ce que tu dirais que c'est pas une réponse justement à dire, ben vous les sportifs, vous qui venez dans notre club, mettez de côté votre coach personnel, votre préparateur physique, kiné, ostéo personnel. Nous, on a tout prévu. Et regardez, on vous offre ça sur un plateau. En plus, c'est ce qu'ils disent, c'est un plateau. Tout le monde, c'est un grand open space. Est-ce que tu dirais que c'est ça? C'est une réponse pour éviter les dérives, entre guillemets, de staff personnel, ces staffs élargis? Oui et non, parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi l'objectif c'est le résultat en fait. Un joueur qui se blesse, il a besoin d'être soigné et de revenir au plus vite. Donc, il peut avoir tous les kinés et tous les ostéos embauchés par le club. Si derrière il y a pas de résultat, il ira forcément chercher dehors. En fait, pour moi, c'est ça la problématique. C'est pourquoi on va chercher dehors? Parce qu'à l'intérieur, on n'a pas ce qu'il faut en fait. Et c'est même pas question de pas avoir ce qu'il faut en termes de métier. Parce qu'on peut avoir un ostéo, on peut avoir un kiné, on peut avoir un préparateur physique, mais ça veut pas dire que ils sont forcément efficaces pour tout le monde. Ils sont forcément efficaces pour la blessure que le joueur a. Vous avez bien vu tous les joueurs qui ont des blessures répétitives, etc. Au final, ils sont allés chercher ailleurs et parfois ça va mieux assez rapidement, quoi. Moi, je sais qu'en expérience libérale, que ce soit des joueurs ou des personnes entre guillemets lambda, il y a des gens qui ont déjà vu beaucoup de monde en fait avant de venir me voir, qui me disent vous êtes mon dernier espoir ou ce genre de choses. Alors bah c'est triste hein, parce que je pense pas être la seule ostéo sur le secteur, mais du coup pour les joueurs c'est pareil en fait. Ils vont chercher le résultat. S'ils ont pas ce qu'il faut à la maison entre guillemets, ils vont forcément aller le chercher dehors. Et au bout d'un moment, bah quand ça se répète, un joueur qui a déjà 10 ans de carrière et dans chaque club il a eu le souci là où bah, pour la moindre blessure il galère à revenir, etc. Bah il va aller chercher dehors. Et après il va plus, une fois qu'il a trouvé chaussures à son pied, il va les garder tout le temps en fait. Est-ce que tu as vu cet effet de mode aussi? Parce que moi, quand je pense à ostéopathie, je pense à Tony Parker, même si ça remonte un peu, mais qui avait son propre ostéo qui le suivait un peu partout. Est-ce que toi, tu as eu des demandes un peu folles comme ça et est-ce que tu as été amené, sans nous dire forcément qui, si c'est confidentiel, des grands champions où ça a été ce dernier recours et tu as vu l'efficacité de ton travail? Alors, j'ai pas eu de demande pour être ostéo perso dans le sens je suis partout parce que je pense que j'ai travaillé qu'avec des hommes et je suis une femme, donc ça reste malgré tout assez compliqué à gérer. Mais sinon, oui, j'ai déjà eu des joueurs qui étaient bah, justement dans le cas que je disais tout à l'heure, fin de contrat, on veut plus les soigner, etc., mais qui continuaient de jouer en égal et qui avaient besoin d'être prêts en fait et que j'ai dû prendre en charge. Et d'ailleurs, c'était même avant la fin de mes études que j'ai fait ça. Alors c'est quand même grave de réussir à soigner un joueur en n'étant même pas diplômé alors que son staff lui-même ne fait rien, quoi. Et il a fini où ce joueur? Quel niveau maintenant? Bah équipe nationale de son pays plus première ligue. Ok, donc appelez tous Anso.
J'ai peut-être une chance de signer en Mais il première était ligue. jeune à l'époque, hein. Il avait que 16 ans, mais il était déjà professionnel. Donc voilà. Non, mais enfin, moi, j'avoue que c'est flippant de parler avec toi. Parce qu'on se rend compte, enfin, si on le savait pas, on se rend compte que c'est vraiment un monde de requins et que Mm, voilà, là, ce que tu dis sur les dernières années de contrat, enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire que à un mm. moment, le club décide volontairement de pas mettre d'énergie sur quelqu'un qui va rien lui rapporter. Donc, on est dans une logique qui est vraiment flippante. On parle du coup des footballeurs. Évidemment, c'est des joueurs qui ont la plupart la capacité financière de s'entourer de staff personnel, mais il y a beaucoup d'autres sports où il n'y a pas cette possibilité-là d'arriver avec son propre ostéo, son propre nutritionniste, etc., Tu fais etc. le 3 fois sans frais. Ouais, franchement, est-ce que tu as je sais pas, des pistes de réflexion ou est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à des solutions pour des sports un peu plus confidentiels voilà. Bah après ça dépend de la méthode qu'on veut utiliser. Parce que là, tu parles vraiment d'un ostéo ou voilà, une autre personne du staff qui suit vraiment la personne partout. C'est-à-dire qui est limite son poisson pilote, quoi. Donc là, forcément, ça nécessite que la personne, elle soit payée mieux que si elle était dans son cabinet à recevoir des patients. Donc là, ça peut coûter cher. Après, si on est, je sais pas, si le joueur, la joueuse, enfin peu importe le sport, se trouve dans une certaine ville et que la personne est dans la ville, après ça va être de consulter en libéral, tout simplement. Après, c'est pas forcément toujours possible, mais voilà quoi. Il y en a qui sont pas suivis H24, mais qui appellent quand il y a besoin pour faire le déplacement. Bon, après, c'est sûr, il faut avoir les fonds pour se déplacer. Mais je pense que quand on n'est pas à un certain niveau, on n'est pas forcément non plus dans un pays très éloigné, il y a toujours possibilité de se déplacer ponctuellement. Après, il faut savoir que l'ostéo, on n'en a pas besoin tous les jours, en fait, hein. Comme je disais, on n'est pas dans les massages ou ce genre de choses. On est dans la prévention, donc on n'a pas besoin de voir, on n'a pas non plus besoin de voir le joueur plusieurs fois par semaine, normalement, quoi. Et justement, tu as beaucoup parlé de la prévention. On voit que le sport est de plus en plus traumatique. On voit les commotions cérébrales au rugby, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, toi, dans ta déontologie, tu te dis faire de la prévention pour des gens qui vont aller à la boucherie, est-ce qu'il faudrait pas qu'on arrête? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sensibilité, des voix à faire remonter pour dire attention, danger? Tu parles par rapport à tout ce qui est choc violent Tout ce ou qui en est général? choc, tout ce qui est aussi, bah, tu vois, on fait jouer les sportifs sous infiltration, on les renvoie au charbon, coûte que coûte, on veut faire de la prévention, mais en fait, il y a tellement une intensité qu'on sait qu'ils vont se péter, en fait. Tu Une sais que nécessité dans de 3 résultat. mois, Ouais. tu vas devoir les revoir. Après, ça, c'est aussi le problème souvent du coach. Parce que tout à l'heure, dans l'article qu'il avait lu, on parlait des coachs qui veulent à tout prix que le joueur joue. Moi, j'ai déjà eu le cas, en tout cas au futsal, où voilà, on avait des matchs importants, le joueur s'était blessé peut-être la semaine précédente. On arrivait toujours à faire un truc pour qu'il soit rafistolé pour le match. Mais au final, ça pouvait arriver, on va dire, 8 fois sur 10 que pendant le match suivant, bah oui, il a joué, mais au bout d'un moment, ça pète, quoi. Donc, faut aussi que les autres membres du staff soient à l'écoute. Et moi, j'ai pas eu des staffs très élargis, parce que dans le futsal, les staffs médicaux sont pas hyper développés. J'étais souvent seule avec le coach, parfois un préparateur physique ponctuellement. Et pourtant, il y avait quand même un petit peu ces dérives ben oui, l'ostéo a dit que le joueur doit pas jouer, mais moi je m'en fous, je le prends quand même en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des méthodes assez poussées et chercher toujours plus l'efficacité et rapidement pour que ben, même si le coach s'oppose à la décision, bon, bien sûr, on n'est pas sur des cas où le joueur il a une déchirure ou une fracture, faut pas exagérer non plus, mais des blessures quand même qui nécessitent des fois 2-3 semaines de repos pour être au top. Si vraiment le coach s'oppose, il faut que nous on ait les techniques qui font que il peut quand même jouer sans risquer trop de se reblesser derrière.
Donc ça va être oui, ça va être ce travail de prévention, mais derrière il y a beaucoup de prévention entre guillemets mentale quoi. Mais ça c'est à tous les staffs d'en prendre conscience, à tous les membres du staff d'en prendre conscience, et surtout les coachs qui ont entre guillemets pas leur mot à dire sur la partie médicale. Et tu as parlé d'écoute, écoute du staff, écoute de tout ça, mais est-ce que toi, tu as eu des sportifs qui t'ont dit, non, mais en fait, je peux pas là, je peux pas y aller, qui pleurent, qui sont dans ton Mm. cabinet, qui disent, je peux pas, mais pourtant le coach me force, et d'accueillir Mm. ces émotions et de finalement te transformer presque en psy, peut-être? Alors je dirais pas jusqu'à dire ils ont pleuré, hein, parce que bon, il y a certains sportifs Un pour aller sportif jusqu'à ne pleure pleurer pas. Pourtant, les devant footballeurs, moi, ils ont l'habitude. bon, faut Ah, peut-être pas tu as peut-être exagérer. pas que des hommes aussi. Enfin, après, je dis pas que les femmes pleurent plus, mais tu as tout, J'ai et tu as des jeunes. majorité quand même. J'ai pas beaucoup travaillé dans le sport féminin, mais non, peut-être pas jusqu'à là. Mais oui, j'en ai qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas. Mais d'un autre côté, dans leur tête, ils sont tellement dans la compétition et tout qu'ils ont aussi envie de jouer. Et ils savent que même s'ils peuvent pas tout donner, ils peuvent donner quelque chose. Et peut-être ça va être, surtout dans le futsal, c'est des petites intensités où on peut sortir, rentrer, etc. Les matchs durent pas trop longtemps. Donc ils savent que même en 1 minute, ils peuvent débloquer le match. C'est pas comme au foot à 11, une fois que t'es blessé, voilà, t'es sorti en fait. Là au futsal, il peut venir, faire une pause, re-rentrer si ça va, ou alors bah, laisser tomber si ça va pas. Enfin, même voilà en quelques instants il peut être décisif, donc c'était difficile un peu à gérer de ce côté-là, en tout cas au niveau futsal. Après au foot ça arrive beaucoup plus souvent qu'il y ait des catastrophes de ce côté-là par contre, parce qu'une fois qu'on est sorti, on est sorti quoi. Avant de conclure, c'est passionnant. Moi, j'ai envie de continuer, comme souvent d'ailleurs, j'ai envie de continuer. Avant de conclure avec le speed dating de Joël, j'ai juste une dernière question. On a parlé magnétiseur tout à l'heure. Je sais qu'il y a aussi justement de la sophrologie. Tu as parlé aussi de la sophrologie. Moi, j'ai des exemples concrets de clubs qui ont aussi fait rentrer le loup dans la bergerie, entre guillemets, qui ont vraiment, de manière claire, fait rentrer des charlatans par réseau, par tout un tas de trucs. On sent que ça correspond à une recherche du joueur, où il va aller chercher justement sur autre chose que le côté purement physique. Il va s'entourer de personnes pour essayer d'optimiser sa performance. Quel regard, toi, tu portes sur tous ces trucs un peu nébuleux, hors médical? Euh, ça reste une problématique qui vient de la méconnaissance un peu de ce qui est disponible au niveau médical. L'ostéo, c'est une pratique holistique, donc du coup, on prend pas en compte que le corps, en fait. Et voilà, il y a l'esprit aussi. Il y a tout ce qui est mental, etc., qui rentre en jeu. Mais je pense que la plupart ne le savent pas, et certains ostéos ne l'exploitent pas aussi. Donc du coup, derrière, on va chercher d'autres clés. Après, il faut savoir que tout ce qui est magnétisme, coupeur de feu ou je ne sais quoi, tout ça, c'est rentré même à l'hôpital. Donc pourquoi on le ferait pas rentrer dans les clubs sportifs en fait, hein. Il y a une certaine légitimité qui se fait, qui est assez étrange d'ailleurs, parce qu'on tape sur des pratiques comme l'ostéopathie, mais on va chercher des choses un peu plus mystiques comme le magnétisme, l'hypnose, l'acupuncture, qui sont pas du tout des pratiques qui sont basées sur des choses médicales, ni sur des pratiques comme l'anatomie, la physiologie, enfin tout ce qui est écrit dans des livres, on va dire. Donc après, je pense que c'est vraiment la méconnaissance du champ de compétences des autres professionnels qui amène à ce genre de dérive et à ce genre d'ouverture qui n'est pas forcément nécessaire en fait. Bon, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était super intéressant. J'ai bien compris que le seul membre du staff à conserver, c'était l'ostéopathe, parce que c'est Je crois que c'était le kiné, non? c'est un médecin Ah, non. c'est un médecin 2.0 qui est holistique. Ça correspond très bien à la vision. Mais c'est intéressant justement de parler de tout ça. Et je pense que ça fait aussi un joli tremplin pour la chronique de Joël. Le speed dating, pour conclure cette émission très enrichissante.
Alors oui, un speed dating sur le signe holistique, c'est le terme qui est revenu plusieurs fois avec notre invité. La dimension du corps, souvent on a méprisé le corps dans une vision chrétienne. Les gens pensent que si on est chrétien, on prend pas soin de son corps et c'est important. Notre corps a de l'importance aux yeux de Dieu et il faut bien s'en occuper. Mais je retiens un mot aussi sur bien s'en occuper, c'est faire de la prévention. Et mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais là, je suis inquiet. Je suis inquiet, comme je le disais, sur le fait que les sportifs ne sont juste que des numéros et des gens qu'on envoie au combat. Et puis, bah, si ça passe, ça passe. Si ça casse, tant pis pour eux. Ils ont qu'à avoir une bonne mutuelle et une bonne retraite. Et puis, c'est juste de la chair à canon. Et c'est inquiétant. Et ce qui m'amène dans cette dimension holistique et que je sais dans ton travail que tu as partagé, Anso, c'est cette dimension de l'oreille attentive, de prendre soin des gens aussi, d'écouter, d'accueillir leurs émotions et de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de souffrir avec ceux qui souffrent, parce que nous le savons et c'est dur à accepter, nous qui vieillissons, comme Jérémy et moi, qui avons passé la barre des 40 ans. Nous savons que notre être extérieur se détériore petit à petit et que finalement, bah, il y a un moment donné, on pourra plus, même si on a le meilleur ostéo, peut-être plus courir aussi vite parce que les genoux vont se rouiller. Et c'est là où il est important de prendre soin de notre être intérieur et d'être encouragé à le renouveler par la prière, la méditation et aussi d'aspirer à une espérance. Alors j'aimerais que par rapport à cette chronique, on peut mettre beaucoup d'accent sur le corps et les sportifs peuvent rechercher beaucoup de choses, mais aussi est-ce qu'ils pensent à la suite et est-ce qu'ils nourrissent une espérance, et c'est à ça aussi qu'un aumônier dans un staff élargi peut servir pour répondre aux questions existentielles. Donc, messieurs les dirigeants, mesdames les dirigeants de fédés, de clubs, n'oubliez pas dans vos staffs élargis de faire appel à des aumôniers avec l'association Holistic Sport. Le speed dating, c'était une petite promo qui se termine. Voilà. C'était un vrai speed dating. Tu vends bien. Non, c'est effectivement super important, cette dimension holistique. On est tous convaincus sur le plateau. Toi, tu as l'air d'être convaincu aussi. On te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir partagé beaucoup de choses très, très importantes et très intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux. Si vous avez des sportifs autour de vous qui ont besoin d'un ostéo en Lorraine, n'hésitez pas. Ou même d'un aumônier, justement, pour prendre soin de manière holistique de votre personne. Merci à tous et puis on se retrouve comme d'habitude pour une émission encore plus enrichissante la prochaine fois. Merci Anso, très bonne continuation à toi. Merci les gars, à très bientôt.